Je vais vous présenter le projet. Là, c'était la journée. Cette journée, ça sert à quoi? Ça sert en réalité à présenter un projet sur lequel nous sommes en recherche de partenariats. Partenariats qui vont être des collectivités territoriales, des entreprises, des acteurs en réalité de l'urbanisme. Donc d'abord, Aube, c'est pas seulement un programme de recherche. On va le voir. Il y a plusieurs volets. Il y a de la recherche. On a parlé un peu de science, mais il y a du transfert technologique. Il y a aussi du développement économique. Il y a de la formation professionnelle dans ce projet. Il y a de la restructuration scientifique. Et puis derrière, l'idée, c'est aussi un peu de la création d'entreprise. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Alors d'abord, on a vu, c'est développer des outils numériques à l'échelle du quartier, à l'échelle, différentes échelles de la rue, pour être capable d'étudier les phénomènes physiques et de aider, en réalité, d'assister, d'apporter des informations pour la prise de décision dans la fabrique de la ville. Donc ça, ce sont des outils qui permettraient normalement de traiter des problématiques de transition énergétique, de résilience au changement climatique, de confort au milieu de la ville. Donc là, on est vraiment sur la partie pour nous qui est la partie science et qui nous permet de développer. Derrière ça, au niveau du développement économique, Transfer, on voit bien que ça peut apporter aussi pas mal d'aide, de conseils, d'informations, de savoir-faire aux entreprises tout simplement du BTP. Quasiment toutes les surfaces urbaines dépendent des entreprises du BTP. On fait du bâtiment ou des travaux publics, grosso modo. Et l'idée, c'est leur apporter en réalité des outils qui vont permettre, par exemple, de tester des solutions qu'ils peuvent avoir en idée, de les tester, de regarder comment ça fonctionne. Et comme je dis, ça peut être sur des points de vue temporels ponctuels, mais aussi sur des années, beaucoup des années. Et avant de faire soit des prototypes qui coûtent toujours très cher, soit en réalité de faire des travaux qui des fois ne mènent à rien. Donc ça, c'est un peu l'idée de base, c'est dire on va pouvoir tester et apporter à cette industrie en réalité des nouveaux outils pour tester les solutions. Enfin, non pas enfin d'ailleurs. Ensuite, l'idée c'est aussi de former les gens. Actuellement, vous avez dans les collectivités territoriales beaucoup de services transition énergétique qui se sont créés. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais bon. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, mais c'est vrai aussi au niveau des bureaux d'études, c'est qu'il y a peu de compétences réelles. On a peu de compétences réelles. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais formé les gens, tout bêtement. C'est pas une histoire qui sont bêtes quoi que ce soit, c'est qu'en réalité, cette thématique-là, elle est là depuis très peu de temps et il n'y a pas de culture là-dedans. Je vais toujours faire des parallèles avec le domaine de l'eau. Le domaine de l'eau, par exemple, il y a une culture de l'eau dans les collectivités. Pourquoi? Parce que souvent, les collectivités ont été à un autre, soit à faire des délégations de services publics, donc passer des marchés, soit à gérer l'eau en régie, donc la gérer elles-mêmes. Donc, il y a une connaissance au milieu de l'eau. Dans ce milieu de la physique urbaine ou dans le domaine de l'énergétique urbaine, en réalité, il n'y a pas de culture. Et surtout, on n'a toujours pas formé les gens pour répondre à cette problématique. Donc l'idée, c'est aussi un volet formation pour former les gens. Donc comme je disais tout à l'heure à midi à ceux qui étaient avec moi, la bonne nouvelle, c'est que autant avant l'université, pour faire de la formation continue, il fallait s'inscrire complètement à une formation. Autant là, on va pouvoir faire des modules professionnalisants de 3, 4, 5 jours, qui seront donc en réalité en formation continue. Donc si les gens veulent se former derrière, voilà, on va avoir cette capacité à former les gens. Pour la structuration de la recherche, la thématique de la physique urbaine, tel qu'on l'a exposé, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Des gens qui travaillent en physique urbaine en France, il y en a très peu. 4, 5, allez, voilà, grosso modo, ça donne une idée. Et donc l'idée, c'est d'arriver à commencer à construire une première équipe, en réalité, dans le domaine de la physique urbaine, ici, dans les Hauts-de-France, et avec une dimension directement internationale. Comme vous l'avez vu, on a déjà des relations sur Quito, de fait, avec Raero. On travaille avec l'Irlande, on travaille avec l'Italie, on va normalement travailler aussi avec Valence en Espagne. Et on est en train de travailler, donc, d'avoir cette dimension internationale. Donc, l'idée, c'est que le projet Aube, c'est la première pierre pour cette structuration d'équipe. Et enfin, étant donné que derrière, il faut un accompagnement, mais pas obligatoirement un accompagnement qui soit juste un accompagnement de formation. Et que nous, l'université, même si on peut faire, on a parlé tout à l'heure de la prestation de service, ce n'est pas notre travail initial. L'idée, c'est aussi derrière, avec les gens qu'on aura formés, les docteurs, les post-docs, les développeurs, on va en parler, qui vont travailler sur le projet, c'est arriver à créer une start-up derrière, dans ce domaine, qui, elle, va pouvoir apporter en réalité ses compétences et ses savoirs aux clients.
Donc le programme. Donc le programme du projet O, tel qu'on le voit nous, bah, on va partir sur 6 ans. Voilà. Et on va créer un jumeau numérique, du jumeau numérique. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un jumeau numérique, hein. C'est un objet numérique qui est censé se comporter comme l'objet réel. Donc, censé, hein. On n'est jamais tout à fait pareil. Voilà. Mais disons que c'est quelque chose qui va assez loin pour essayer euh, on va dire, d'avoir une représentation mimétique en vérité de l'objet réel. Donc là-dessus, c'est toujours la même chose, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour derrière pouvoir tester des solutions, regarder, comprendre des phénomènes, et puis derrière réfléchir au problème, formaliser le problème, trouver la solution, et à la rigueur chiffrer la solution aussi qui est derrière. Ah, je vais trop vite. Après avoir discuté déjà avec différents partenaires potentiels, il a été décidé de couper ces 6 années en 2 périodes de 3 ans. 2 périodes de 3 ans, donc avec un go-no-go au bout de 3 ans. Alors pourquoi? Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des problèmes de nuages de points et de maillage. En réalité, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est un objet qui est vraiment bloquant dans le projet. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire ça, on aura du mal à faire le reste, grosso modo. Donc l'idée, c'est qu'on essaye sur les 3 premières années de travailler là-dessus, de résoudre en réalité de ce verrou scientifique et technologique. Et si on y arrive, à ce moment-là, on continuera. Si on n'y arrive pas, bah, tant pis. Il va falloir qu'on remette, retravailler dessus de manière différente. Le programme scientifique, lui, est basé sur 6 thèses de doctorat. Voilà, 3 sur la première période, 3 sur la deuxième période. On va voir un peu les thèses de doctorat, les sujets. Donc, la construction du jumeau numérique, ben, ça nécessite de développer et d'implanter les modèles de physique urbaine, ça on l'a vu. Donc c'est un peu d'érudite par rapport à la journée, je résume en fait. Il faut travailler à tout ce qui est formalisation, maillage, ainsi de suite de ces données. Ça, c'est une obligation aussi. Et puis, on a de l'expérience. On va voir l'expérience avec les antécédents. Par exemple, un projet dont je vais vous parler après, qui est le projet Cerveau, avec un S, pas avec un C. Simulation, évaluation, réduction des vulnérabilités énergétiques des aménagements urbains. Ce projet-là nous a montré que on a travaillé un peu de manière, j'essaie d'expliquer, euh, sans regarder vraiment le jeu d'acteur, sans vraiment en sortant des outils qui étaient des outils plutôt de physique ou d'ingénierie, quoi. Et on s'aperçoit que derrière, il y a un gros problème qui est un problème d'appropriation, qu'avoir une seule approche mécanicienne ne permet pas de résoudre le problème. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le passé. Donc c'est pour ça qu'on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis toujours au niveau appropriation, le transfert technologique, l'accompagnement, la formation, le conseil, bah, ça doit obligatoirement être dans le projet. Si on crée des outils et qu'on n'a pas tout ça derrière, automatiquement, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, c'est des choses qu'on est en train de vivre, par exemple, avec le Conseil départemental du Nord sur le projet Cometa, où derrière, il y a tout un travail derrière qu'on n'avait pas envisagé au départ. Tu es d'accord? Voilà. Qui est vraiment un travail d'accompagnement et de conseil. Et il faut vraiment, lorsqu'on sort des nouveaux outils, de la nouvelle technologie, il faut vraiment le faire. Si on le fait pas, bah, ça va pas de soi, quoi. Les thèses. Je vais essayer d'être assez court. Donc, celui-là, on a déjà parlé. Je dit, ça, voilà, c'est la pierre angulaire. Si ça marche pas, le reste, ça marchera difficilement. Donc, un outil de construction automatique pour passer du nuage de points au maillage qui permet d'utiliser les outils physiques. Donc ça, lorsque je dis une thèse, ça sera peut-être deux, soit dit en passant. Mais voilà. Mais ça, c'est vraiment sur quoi on va mettre l'accent. Après, une deuxième thèse, donc sur toujours la première session de 3 ans, sur une ontologie propre au jumeau numérique. Voilà. Il faut quand même développer en réalité, mais au final, de quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir faire tourner les outils numériques? Donc, comment est-ce qu'on va décrire notre ville par rapport aux objets physiques? Donc, c'est un peu en relation avec le premier, mais c'est des choses en réalité qu'on a, sur lesquelles il y a moins de verrous technologiques. Troisième thèse, sur le changement climatique. Donc ça, c'est quoi? On a vu ce matin, Caroline, que vous avez expliqué le changement climatique. Le gros problème qu'on a, c'est que nous, on va travailler sur des échelles qui sont extrêmement petites. Hein.
on va faire un permis d'aménager, on va faire une ZAC, on va faire une réhabilitation de quartier, on va faire ce genre de choses. Et donc, il faut être capable de construire, pour ainsi dire, des scénarios de changement climatique. Et regardez, en réalité, lorsqu'on a un schéma d'aménagement, je vais prendre un exemple hein, comme ça, on a par exemple 10 scénarios de changement climatique. Caroline en a montré 4 ce matin. Il y en a peut-être 10. Et on regarde en réalité sur les 50, 100 ans qui viennent, bah, quels sont les projets d'aménagement qui vont être les plus résilients. C'est-à-dire, s'il y en a un qui répond à 8 scénarios sur 10, grosso modo, c'est mieux que celui qui va répondre à 2 scénarios sur 10. Donc, il faut être capable de créer, en fait, ces scénarios climatiques. Donc, ces 3 thèses qui sont en priorité, il faut savoir qu'elles n'ont pas que des applications dans Aube. Je prends un exemple, c'est pour ça qu'on les a mis en priorité. Celle sur les scénarios de changement climatique, bah, une fois que ça s'est rodé et que c'est mis en place, ça va pouvoir être utilisé sur d'autres outils, grosso modo. D'accord? Donc ça peut être généralisé. Le nuage de points, transformer le nuage de points en objet géométrique, bah on sait que ça va pas seulement intéresser Aube. Ça, c'est quelque chose qui va intéresser quasiment tous les cabinets de géomètres experts. Voilà. Juste pour dire, on a quand même derrière des possibilités de transfert technologique sur ces thèses qui dépassent largement le projet Aube. Donc là, on a fini les 3 ans. Donc, 3 ans suivants, la végétation, celle dont on parlait tout à l'heure. Donc, on sait très bien que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé. On sait que c'est aussi quelque chose de très, très complexe. Voilà. Donc, grosso modo, je dis pas que avec une seule thèse, on va réussir à trouver des résultats. On va essayer surtout de débroussailler en réalité la thématique. Ça sera déjà pas mal. Hein, bon, ça c'est et ça devra se faire bien sûr avec des collègues qui eux sont spécialisés dans le domaine. Grosso modo, ça va pas être nous. C'est l'avantage d'être une grosse université, on a des collègues à peu près dans tous les domaines. Le tout, c'est de les convaincre à venir travailler. Donc, potentiel photovoltaïque en milieu urbain, bah, ça rejoint un peu la présentation de Rairo, là, sur à Manhattan avec le panneau photovoltaïque. Donc, en réalité, on est plutôt là sur essayer d'optimiser le potentiel photovoltaïque en milieu urbain. Rappelez-vous l'image de ce matin avec la ville de Paris et avec les cercles concentriques qui montraient la surface dont on avait besoin par rapport au type d'énergie. Donc, on voit bien qu'ici, que par rapport à toute cette énergie renouvelable, ben le photovoltaïque est celui qui, en milieu urbain, a peut-être le plus de potentiel. Alors, il y en a une autre qu'on n'utilise pas, dont on n'a pas parlé, c'est la géothermie. Mais on a des collègues ici à Polytech qui travaillent spécialisés dans le domaine géothermique. Donc, après, il faut regarder les interactions qu'on peut avoir avec eux. Mais il y a déjà un gros groupe de travail dans le domaine. Ensuite, alors quelque chose, on a parlé, mais en souterrain, je dirais, c'est les jeux d'acteurs. Voilà. Donc, l'idée de base, c'est bien d'avoir des outils, c'est bien de les mettre en œuvre, tout ça, mais quelque part, il faut aussi savoir comment est-ce qu'ils se mettent en œuvre. C'est-à-dire, quels sont les jeux d'acteurs, quelles sont les responsabilités de chacun, où est-ce que l'utilisation de ces outils peut prendre place, et ainsi de suite. Et donc là, il faut arriver à faire, en réalité, un paysage de jeux d'acteurs et arriver à comprendre comment ces nouveaux outils peuvent intervenir dans ce jeu d'acteurs. Alors, je l'ai mis en deuxième phase, parce que, en fait, c'est très important, parce qu'on a une première expérience, là, actuellement, donc, avec Michel Carrard, qui, qui est là-bas, ici, voilà, sur Dunkerque. Donc, c'est sur la gestion des eaux à Dunkerque, hein, la gestion de l'eau à Dunkerque. Et on s'aperçoit que avant d'arriver à quelque chose qui commence à être concret, qui fonctionne, sur lequel on peut vraiment travailler, il y a quasiment 2 ans d'exploration de terrain. Il y a eu 2 ans à avoir l'ensemble des acteurs, 2 ans avant d'avoir une adhésion au projet. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de passer les 3 premières années sur l'exploration du terrain, et après passer vraiment sur une thèse qui est le plus solide, plutôt que d'avoir un chercheur qui va pendant 3 ans va pas produire grand chose, je dirais les choses telles quelles, parce que c'est très très dur à explorer en fait. C'est quelque chose qui est compliqué, faire adhérer l'ensemble des parties, arriver à communiquer sur ce qu'on veut vraiment faire. On a intérêt à avoir quelque chose qu'on peut déjà montrer pour pouvoir y aller. Ça, c'est l'expérience aussi qu'on a actuellement sur la communauté urbaine de Dunkerque. Donc c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, mais ça demande un travail exploratoire avant de le mener.
tout seul, ça suffit pas. Donc, il nous faudrait aussi dans le projet un développeur, parce que qui dit outil numérique, ben, dit développement. Donc voilà, donc il faut un développeur. Et puis de l'autre côté, ben, les thésards font leur thèse. Nous, on est enseignant-chercheur, donc on est à temps partiel sur la recherche. Et quelque part, ben, il faut quelqu'un qui va manager le projet, piloter le projet, qui va être capable aussi de faire les études, les tests, les validations, travailler par exemple sur des cas d'études pour les différents partenaires, faire le retexte dessus et renvoyer le retexte pour que nous, on puisse corriger derrière. Donc quelque part, on a besoin d'une personne comme ça à plein temps, qui est généralement un postdoctorant, et qui va faire ce rôle-là. L'équipe maintenant. Alors l'équipe actuelle. Alors, je dis pas qu'elle va rester comme ça, hein. Je dis en passant, j'aimerais bien qu'elle grandisse un peu. Donc, on a déjà des collègues du LAMCube, donc laboratoire de mécanique, hein, qui ont spécialisé en éléments finis, qui aimeraient peut-être rejoindre l'équipe, donc elle risque de grandir. Donc Caroline, que vous connaissez déjà maintenant, donc en climatologie. Éric Masson, donc, qui est maître de conférence, et Jean-Baptiste Sido, maître de conférence aussi, qui eux sont plutôt spécialisés sur les données spatiales, donc la mesure et ainsi de suite. Marie-Vonne Prévost, Michel Carrard, donc Marie-Vonne Prévost est là, voilà, Michel qui est là-bas, donc plutôt sur les jeux d'acteurs, voilà, c'est leur spécialité. Benoît Beckers, donc, qui n'a pas pu venir ce matin, donc, qui est lui spécialisé en physique urbaine, donc qui a été le directeur de thèse de Raero, et tu as travaillé combien de temps après avec 3, 4 ans? 4 ans, voilà. Avec. Donc Raero qui nous a fait presque la moitié des présentations, voilà. Et moi-même. Actuellement, voilà un peu l'équipe de recherche académique. Les antécédents, la production scientifique, oui, on part de rien. Donc j'en ai mis quelques-uns, il doit y en avoir une trentaine, je vous demande pas de les lire, c'est juste pour montrer que on a de la production scientifique ces dernières années, donc c'est pas voilà, on ne sort pas ça de notre chapeau. Je veux dire, il y a des années de travail derrière. Normalement, vous aurez les PowerPoint. Voilà. Et d'autres antécédents, je vais parler du projet Cerveau. Alors, projet Cerveau 2011-2016. Alors, c'était première incursion pour ma part dans le domaine de la physique urbaine. Voilà, parce que moi, je suis spécialisé plutôt en hydrologie urbaine. Ça peut de la physique quand même, mais très spécialisé. Donc, ça a été fait dans le cadre d'un consortium et le client principal, on va dire, le partenaire principal, c'était la ville de Paris. Donc, la ville de Paris, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un outil numérique qui permette, lorsqu'on leur présente différents plans d'aménagement, de regarder lequel était le moins consommateur en énergie. Donc là, je vais vous montrer quelques petits exemples sur un programme sur lequel on a fait les tests. Donc là, c'est un logiciel. Vous voyez, les images que vous avez, c'est les images du logiciel. Hein, c'est pas des images de synthèse, c'est vraiment les images du logiciel. Donc, un programme de logement, 46 000 mètres carrés, de bureaux à 26 000, commerce 11 000, les écoles 8 000 mètres carrés, un total de 67 000 mètres carrés. C'était le programme qui était fourni et dans lequel, en réalité, différents aménageurs ont proposé des solutions. Donc, l'idée, c'est de prendre ces solutions. Donc, vous en avez deux, là. Je vous en ai montré deux. Une qui est des bâtiments en hauteur, sur dos, assez dense, et l'autre qui est beaucoup plus étale. Et de regarder, grosso modo, quelles étaient les consommations d'énergie, en réalité, de ces deux solutions. Alors, il faut savoir, c'est qu'on a utilisé les méthodes nodales à l'époque. Oui, on est en 2011-2016. On a fait quelques progrès depuis, dont Rairo vous a parlé tout à l'heure et qui peuvent être sujettes à caution. En tout cas, on fait les modélisations et on en tirait tout bêtement des schémas, comme vous voyez ici, qui vont vous donner un peu les consommations énergétiques, que ce soit en bâtiment, en aménagement et VRD, que ce soit en déplacement. Et ça permettait de comparer les différentes solutions d'aménagement. Alors, sur ce projet, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on sait que les calculs sont pas bons. Ouais. Par contre, les deltas sont corrects. Oui, c'est-à-dire que si on vous dit qu'il y a différence d'écart, 10% d'écart entre les deux, généralement, c'est bon. Quelle est la valeur de ces 10%? Ouais, ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Mais ça peut donner une idée, grosso modo, que tel projet va consommer 10% de moins que celui-là, ou 5%, et ainsi de suite. Donc ça, on avait des choses qui étaient intéressantes là-dessus. Donc, bon, ça donnait des choses. Ensuite,
Bah, ce projet, bah, à l'époque, c'était le premier projet qu'on a monté de ce type-là. C'est-à-dire en disant, bah, va jusqu'à l'outil, jusqu'au logiciel, avec un consortium, avec des partenaires. Et donc, on n'avait pas prévu vraiment la notion de transfert technologique, c'est-à-dire que l'outil était fait pour la mairie de Paris et personne d'autre. Voilà. Et on n'avait pas prévu non plus la formation, l'accompagnement et tout ce genre de choses. D'accord. Donc, dans les faits, le logiciel tourne bien, mais il est resté, il doit être dans un ordinateur quelque part à la direction de l'urbanisme de Paris. Voilà. Pour vous dire, pour l'anecdote, c'est un projet qu'on avait proposé à Lille, à la mairie de Lille et à la métropole européenne de Lille. Donc, à l'époque, la maire de Lille, Martine Aubry, la présidente de la MEL, Martine Aubry, la maire de Lille a signé, la présidente de la MEL n'a pas signé. C'est juste pour l'anecdote pour vous dire que des fois, c'est un peu compliqué à monter les choses. Donc, du coup, lorsque la mairie de Paris a appris que Lille, de toute façon, ne signait pas, ils ont dit, nous, on prend. Voilà. Donc, on a fait ça à Paris. Autre projet qui est toujours en cours, lui qui est relativement, qui est aussi, qui a de l'âge, on doit avoir, ça c'était nos 10 ans, je pense. Il va falloir qu'on fasse ça. Voilà, projet Cometa, donc sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Projet initié à l'origine, alors il y a eu deux consortiums différents. Un premier qui était avec... Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est le premier, je suis désolé. Dans ce projet-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a Ixan et Mageo comme partenaires. Ixan et Mageo étaient déjà partenaires du projet Cerveau. Hein, ce sont des entreprises qui nous accompagnent depuis très longtemps dans nos projets de recherche. Donc c'est juste pour expliquer quelque chose. Et dans Cometa, c'est pareil. Ils étaient aussi partenaires du projet Cometa à l'origine. Voilà. Donc, projet Cometa à l'origine fait avec alors c'est compliqué, le SIAF qui est devenu le SMAV, qui est intégré maintenant à Valenciennes Métropole. Voilà. Donc, sur lequel on a développé une première partie du projet. Et ce projet, après, a été repris au niveau du conseil départemental donc, du Nord. Et on est toujours en cours sur ce projet. Donc, il se développe petit à petit. Donc, la gestion intégrée des eaux pluviales, tout le monde connaît? Oui? Non? Hein, c'est arrêter de renvoyer tout dans des réseaux et de concentrer les flux qui vont arriver à la station d'épuration, ou s'il y a trop d'eau, vont passer en déverseur d'orage directement dans le milieu naturel, un mélange d'eau usée, d'eau pluviale, de sédiments remués, donc qui vont créer des chocs de pollution au niveau du milieu récepteur. Et l'idée, ça a été d'essayer de traiter l'eau pluviale le plus près de là où elle tombe. Donc, arrêter de concentrer les flux. Donc, le principe de base, c'est rétention-infiltration. Et là, donc, on a changé un peu par rapport à ce qu'on avait fait à Paris. On apprend de nos erreurs. Donc, on est sorti aussi sur un logiciel, mais cette fois-ci avec un éditeur de logiciel. Donc, vous avez un logiciel qui s'appelle Yetos, et ce logiciel donc est commercialisé. Ouais, je vous ai mis l'entreprise qui commercialise, l'éditeur qui commercialise le logiciel, c'est CDI Technologies. Vous l'avez ici. Et donc, ce logiciel, bah, il est commercialisé, il vit sa vie, pas très bien. Je parle commercialement parlant. Hein. Voilà. Parce qu'au niveau technique et scientifique, il est réputé comme étant quasiment le meilleur sur le marché, mais même au niveau international. Par contre, au niveau commercial, c'est un autre problème. Et là-dessus, ben pareil, on avait pensé à avoir un éditeur de logiciel pour avoir une diffusion beaucoup plus large que simplement Valenciennes, le Conseil départemental du Nord, c'est avoir en fait une base logicielle, et surtout lorsqu'on a un éditeur de logiciel, on a un suivi du logiciel. Il va le faire vivre. Les clients vont lui ramener des choses qui vont pas, des bugs, et ainsi de suite. Donc, on a quelque chose qui permet vraiment de développer et de durer dans le temps. Par contre, ben, on a pris un peu de retard parce que c'est le problème de sensibilisation et de formation, où là, ben, c'était pas prévu à l'origine. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, pour ceux que ça intéresse, je peux faire de la publicité. Pour ceux que ça intéresse, le Conseil départemental du Nord a créé un groupe de travail sur Cometa et sur cet outil. Donc, ceux qui sont intéressés par cet outil là-dessus peuvent contacter Marie-Ange Feneuil pour venir participer au groupe de travail. Et donc, on commence à faire de la sensibilisation et derrière, on s'aperçoit, bah, je dois refaire de la formation. Voilà, donc là-dessus, pareil, on apprend un peu de nos erreurs. Vous voyez que faire du transfert des laboratoires vers le monde professionnel, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très simple. Les chiffres, voilà, c'est là où ça fait mal. Donc, les chiffres, bah, grosso modo, là, j'ai mis des chiffres pour la première période de 3 ans.
Donc une équipe de 8 enseignants-chercheurs, ça je l'ai mis, développeurs sur les 3 premières années, un postdoc, les 3 thèses. On arrive grosso modo à un budget de 2 millions d'euros. Sur ce budget de 2 millions d'euros, l'université en prend la moitié. Voilà. Ça c'est. Et il nous reste donc pour boucler ce genre de projet à peu près 1 million d'euros sur 3 ans. Donc pour ça, c'est pour ça que j'ai fait en partie cette journée. Parce que tout le monde dit, bah, il suffit d'aller voir un guichet, les interrègles, les ANR, ce que vous voulez, quoi, et puis ordonner financier. Mais on s'est aperçu que ça marche pas bien. Alors, ça marche bien pour financer les laboratoires, il n'y a aucun problème. Ça marche pas bien pour amener ça vers le monde professionnel. Parce qu'en réalité, une fois que le laboratoire il touche son subvention de l'ANR ou d'Interreg, bah, il fait son boulot dans son coin, il a son argent, donc il n'a plus besoin de communiquer avec les autres. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors nous, ce qu'on a toujours travaillé depuis Cerveau, donc Cerveau comme État, on travaille avec des consortiums. C'est-à-dire ce qu'on cherche, ce sont des partenaires. Donc ces partenaires intègrent le projet, mais c'est pas seulement du financement, c'est aussi vraiment travailler sur le projet, participer au projet, participer à la vie du projet, et ainsi de suite. C'est là qu'on arrive vraiment à sortir des résultats qui sont intéressants. Et donc, l'idée de cette journée, c'était vous présenter ce projet et regarder en réalité qui pourrait être intéressé en réalité pour entrer dans ce consortium. Alors bien sûr, tout le monde peut rentrer à son niveau. Je vais prendre un exemple. Là, j'étais en discussion avec EDF. Je vais pas demander à une entreprise comme Ixan, Mohamed, vous êtes combien maintenant? 18? 20? 20? Je vais pas demander à Ixan de financer, de rentrer au même niveau que EDF, quoi. On va dire les choses telles que. Donc les gens rentrent à leur niveau, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de créer un consortium de personnes qui veulent aller dans le même sens, de construire des choses pour sortir derrière, en réalité, ce genre de jumeau numérique qui peut aider à construire une ville meilleure.